Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour ce dernier live de la semaine sur un sujet passionnant, le développement durable. Bonjour les filles. Bonjour, salut. On a eu l'occasion déjà de se voir plusieurs fois cette semaine. Alors pour ceux qui auraient décidé de ne pas regarder les précédents lives, c'est bien dommage pour vous. Elles vont se représenter, mais je vous invite à aller regarder les précédents lives. Les filles, c'est à vous. Donc moi c'est Camille, j'ai 25 ans et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je travaille pour Decathlon au sein du process DC3 en tant qu'ingénieur produit pour tous les produits de soins de l'animal et soins du sportif. Et moi c'est toujours Manon, j'ai toujours 29 ans, ça fait toujours 5 ans que je travaille chez Decathlon. Et donc je suis toujours toxicologue. Et là aujourd'hui on va parler un peu plus de ma deuxième casquette qui est la casquette leader développement durable pour l'équipe. Très bien. Et donc, si on parle de développement durable, quelles sont vos stratégies de développement durable que vous avez menées là depuis 1 an, 2 ans? Alors depuis 1 an, on a une grosse stratégie qui est une stratégie qui est commune à l'entreprise, c'est la mesure d'impact environnemental de nos produits. Chez nous, c'est vraiment un gros enjeu parce qu'on est sur des produits qui sont atypiques pour l'entreprise et même sur le marché actuel, on a très peu d'impact environnementaux pour ces produits-là. Donc ça, c'est vraiment un gros morceau. On a quelqu'un qui était en stage chez nous pour nous accompagner sur le sujet, qui va d'ailleurs rester encore 1 an parce qu'il a fait du super boulot et parce qu'il y a encore du boulot à faire. Mais c'est pas parce qu'on n'arrivait pas à mesurer notre impact environnemental qu'on n'a rien fait. En parallèle, on avait plein d'autres stratégies, notamment la réduction de nos aérosols, l'essentialisation de nos formules pour avoir moins de matières premières dedans, des formules plus naturelles, la réduction du plastique, etc. Donc on a vraiment plein de choses. Et là, ça y est, au bout d'1 an, où on est à fond dessus, on commence à avoir les premiers résultats et c'est super gratifiant. Oui, on l'avait vu sur le live avec les anti-moustiques, sur le DIT, qu'on a retiré pour le remplacer sur un nouveau produit. Et hier, avec Laurent, sur le dégraissant végétal, où on s'est affranchi aussi de l'aérosol. C'est ça, tout à fait. Et donc, chez Decathlon, on parlait de l'impact environnemental. On a travaillé beaucoup sur l'affichage environnemental de nos produits. Au même titre que l'électroménager, quand on achète un produit avec une catégorie A, B, C pour savoir qu'est-ce qu'il consomme, on l'a aussi désormais sur nos produits, donc les t-shirts. Est-ce que ça apparaît sur les produits de votre gamme? Oui, alors ça n'apparaît pas encore parce que ça, c'est vraiment le step final. L'idée, c'est d'abord de connaître l'impact de nos produits et une fois qu'on aura ça, on pourra avoir un impact environnemental. Sur des typologies de produits, c'est plus facile à réaliser. Par exemple, tout le secteur de l'électroménager, comme tu l'as dit, c'est mis. Par contre, sur la cosmétique, jusqu'à il y a 6 mois, il n'y avait personne qui le faisait. Là, ça y est, il y a une première marque qui est Garnier, qui appartient à L'Oréal, donc un des gros monstres de la cosmétique qui vient d'avoir ses premières notes environnementales. Donc on pense que les autres vont suivre et nous, on espère profiter de tout ce travail pour que ça puisse arriver plus rapidement. Mais c'est vraiment un boulot qui est monstrueux parce que une formule, par exemple, solaire, c'est presque 40 ingrédients. Donc il faut qu'on ait les impacts de ces 40 matières premières. Donc ça demande un travail monstre. Et en plus de connaître l'impact unitaire du produit, il faut qu'on ait suffisamment de produits dans notre gamme pour pouvoir les comparer entre eux, pour pouvoir leur donner la note. Un classement. En fait, la note ne fait sens que s'il y a un classement. Et nous, on n'a pas assez de produits en général pour pouvoir avoir ce classement. D'accord. Et donc, effectivement, aujourd'hui, pour le client consommateur, il peut passer par le biais d'applications pour voir un peu l'impact de ces produits. Qu'est-ce que vous pensez de ces produits, de ces types d'applications? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs qui utilisent des applications comme Inky Beauty ou Yuka, pour les plus connus. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on lit la liste des ingrédients, qu'on appelle la liste Inky, si on n'a pas fait... Si on n'a pas fait latin FB2, c'est un peu barbare et on ne comprend rien. Donc ça permet de faire... C'est vrai que ça peut être un peu confusant parce qu'en fonction des applications, on peut ne pas avoir les mêmes résultats. Ce qui s'explique parce qu'en fait, derrière chaque application, il y a des personnes qui ont des parties pris, qui ont aussi des conditions et qui ont certains critères. Et ces critères changent en fonction des applications. Et donc en fait, une crème qui va être très verte chez Yuka peut ne pas l'être sur une autre application. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte maintenant pour tous les développements. C'est devenu un peu comme une AP. On s'est écrit dans la stratégie de développement, de conception, que tous nos produits doivent être verts sur ces applications. Donc on essaye aussi de se rapprocher de ces applications, comme notamment Yuka, pour essayer de mieux comprendre comment le système de notation et classification, leurs critères pour le prendre en compte dans nos développements. Et c'est des critères qui parfois sont hyper surprenants. Par exemple, on a des produits qui sont naturels, donc qui ont beaucoup de matières premières d'origine naturelle, qui vont atteindre 99% de naturalité et qui pourtant vont sortir rouges. Parce que souvent, ce qui dit produit naturel dit produit avec un potentiel allergisant plus important. Et donc du coup, en fonction des critères pris par l'application,
s'il y a des substances allergisantes, ça va faire sortir le produit en rouge. Mm. Et donc il y a des gens, ça les... Oui, c'est un peu le débat qu'il y a sur la pierre d'Alain où on dit bah, la pierre d'Alain c'est naturel, mais en même temps on ne sait pas si ça Ce reste qu'on de veut la aussi à la fin, c'est aussi pour les consommateurs, pour les clients, de ne pas prendre aussi pour argent comptant tout ce qu'on trouve sur l'application et de chercher aussi à avoir cette curiosité de dire ok, ça sort en rouge pour tel ingrédient, oui mais je sais, enfin essayer de comprendre derrière parce que des fois aussi on s'aperçoit que pour certains ingrédients, il n'y a pas vraiment de faits scientifiques et de données réelles qui prouvent les méfaits voilà, en fait, pourquoi ce critère est ressorti en rouge sur telle application. Et on se dit peut-être que c'est juste la personne qui derrière justement, de par ses convictions, de par ses critères, ne considère que s'il y a de la pétrochimie dans un ingrédient, il est rouge. Okay. Donc voilà, je pense que tout est à nuancer. Et nous, ce qu'on privilégie aussi et ce qu'on veut vachement accentuer comme axe de communication, comme axe de développement, c'est aussi toute la pédagogie en fait derrière sur nos produits, de expliquer, soit sur les fiches produits, soit aussi ça passe par l'essentialisation des formules, en se disant ok, nous, on sait que nos formules elles sont clean, on y croit, elles sont naturelles, et donc en fait on va essayer d'aller expliquer aux consommateurs, on a mis tel ingrédient pour ça et ça sert à ça. On a mis tel ingrédient, ça sert à ça. Et donc du coup derrière, pour moi le consommateur il aura peut-être même plus besoin de scanner parce qu'il regardera sur le produit et il aura toutes les informations qu'il a besoin pour être certain que son produit est bon pour lui, quoi. On l'avait déjà évoqué lors des précédents lives sur la différence entre le chimique et le minéral, parce qu'il y a tout un débat où on se dit même que parfois le bio n'est pas forcément naturel. Il y a tous ces amalgames aussi que font les consommateurs sur certains produits. Alors, il faut bien qu'on sépare plusieurs choses. Camille va vous parler du bio et du naturel juste après. Moi, je rebondis sur la première chose que tu as dit sur le chimique versus le minéral. Ça s'applique vraiment au solaire. Dans le monde de la cosmétique actuelle, on a deux typologies de produits solaires qui sont les produits chimiques ou les produits minéraux. Déjà, les produits chimiques, c'est abusif parce que tout est chimique. Même les filtres solaires minéraux sont de la chimie en fait. D'accord. On devrait plutôt parler de filtres organiques et de filtres inorganiques. Filtre organique et filtre minéral, pour faire plus simple. La différence majeure entre ces deux typologies de produits, c'est la première, les filtres organiques. Eux, ils fonctionnent en pénétrant dans la peau. En fait, ils vont être actifs contre un certain nombre de types de rayons UV, on va dire. Et donc, il y a besoin d'en mettre plusieurs dans la formule pour être actifs contre tous les rayons qu'on reçoit du soleil. Ils pénètrent dans la peau, ils font leur petite réaction, et voilà. C'est des filtres qui sont sur le marché depuis très longtemps, ils sont plutôt bien connus. Ils ont des avantages, des inconvénients comme tout. Avec l'essor du bio, on a vu arriver toute une nouvelle gamme de solaires qui sont ce qu'on appelle les filtres minéraux. Les filtres minéraux, ils sont au nombre de deux. Il y a le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Eux, en fait, c'est des colorants alimentaires à la base qui ont été détournés de leur usage. Le dioxyde de titane, c'est ce qui fait la petite couche blanche dans les M&M's, par exemple. Ok. Et donc, eux, ils ont vraiment une action mécanique. Ils restent en surface de la peau et ils renvoient les rayons du soleil. C'est pour ça que ces crèmes, elles sont blanches et qu'il faut qu'elles restent blanches sur la peau parce que c'est là qu'on voit qu'on est protégé. Et c'est souvent des crèmes qui, à la base, on les a beaucoup données pour les bébés parce qu'elles ne pénétraient pas juste. Déjà parce que ça permettait de voir où on en allait appliquer et surtout ça ne pénétrait pas dans la peau. On en parlera un peu après si on a le temps de parler de la toxicité et de l'écotoxicité, mais c'est un sujet qui est intéressant aussi sur oui, tout à fait, oui, c'est effectivement intéressant. Donc, effectivement, on parlait de l'amalgame qu'on pouvait faire lundi avec Jean-Christophe sur le naturel et le bio. Ouais, alors ça c'est un deuxième gros amalgame, une deuxième grosse confusion on va dire qu'il y a sur le marché de la cosmétique. Et certaines marques justement en jouent, et je pense que c'est vraiment pas clair pour la plupart des consommateurs. C'est qu'il faut bien différencier du coup le bio et le naturel. Un produit bio est forcément naturel, un produit naturel n'est pas forcément bio. Donc ça c'est déjà le premier truc à retenir. En fait, pour qu'un produit soit bio, il faut qu'il passe une certification. C'est un label. Vous avez sur tous les produits bio un petit label. Généralement, c'est Cosmos parce que c'est le label qui a réuni au niveau européen toutes les certifications européennes et donc du coup qui a uniformisé le cahier des charges sur le label bio. Donc déjà, pour reconnaître un produit bio, il faut avoir ce petit label et avec l'organisme certificateur. Si vous n'avez pas ça sur le produit, c'est pas un produit bio. Donc soit il y a une publicité mensongère, soit ça peut être qu'un seul ingrédient dans la formule qui est bio. Mais ça ne veut pas dire que toute la totalité du produit est bio. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour être bio, il faut remplir donc, du coup, le cahier des charges. Le cahier des charges, il est sur plusieurs critères. Sur la formule, donc pour être bio, il faut un certain pourcentage d'ingrédients naturels, donc aux environs de 95%.
et un certain pourcentage d'ingrédients biologiques. Par contre, ce pourcentage d'ingrédients biologiques, il peut être très faible. Par exemple, un produit peut être mis sur le marché certifié bio avec un pourcentage de 20% d'ingrédients biologiques. Et du coup, dans la tête des gens, on se dit « Ok, mon produit il est bio à 100%, alors qu'en fait, non, le pourcentage d'ingrédients biologiques est vraiment une infime partie. Par contre, ça oblige quand même à avoir un pourcentage d'ingrédients naturels très important. Donc ça, il n'y a pas, on va dire, de mensonge là-dessus. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la certification bio, on la paye. C'est quelque chose qui est payant, qui est assez cher. Et donc c'est pour ça aussi que certaines marques ne font le choix de ne pas certifier leurs produits bio, même si en fait ils répondent à l'intégrité des charges. Parce que c'est très contraignant en termes de formule, d'ingrédients. Donc c'est des ingrédients très limités, en termes de packaging aussi, et en termes de process. Parce qu'en fait, du coup, tout le processus de fabrication doit être audité par cet organisme de certification. Donc du coup, sur le naturel, on peut s'enlever ces contraintes. Par contre, un produit dit naturel, en fait, tout seul, ça ne veut rien dire. Il faut toujours avoir le pourcentage d'ingrédients naturels qui est associé à ce produit. Si juste en marketing, on écrit produit crème naturelle, ça veut tout et rien dire. Et donc, pour ne pas tromper le consommateur, il faut toujours l'associer au pourcentage d'ingrédients naturels. Et souvent, on voit 99% d'ingrédients naturels. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut jamais atteindre le 100%? Ah ouais, ça dépend. C'est très compliqué en fait en fonction de la typologie de formule. Sur par exemple un stick, un stick vraiment un baume ou quelque chose comme ça, c'est des cires, c'est des huiles, donc on peut facilement atteindre ce 100% parce que on a beaucoup d'ingrédients naturels sur le marché présent. Par contre, sur des crèmes, sur tout ce qui est hygiène un peu, tout ce qui est shampoing, etc., c'est plus compliqué parce qu'en fait, on va avoir besoin d'ingrédients pour stabiliser la formule, pour conserver la formule, et donc du coup, ces ingrédients, la plupart du temps, sont d'origine pas naturelle. Mais par contre, ils sont un infime pourcentage dans la formule. Donc c'est ça aussi qu'il faut remettre en avant. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est bien faire attention en fait à la publicité et au marketing, parce qu'en fait, du fait de la confusion, beaucoup de marques aussi en jouent. Et par exemple, sur le facing d'un produit, on peut avoir écrit bio, et puis en fait, quand on prend le produit, on dit ah bah tiens, il est bio. Et en fait, quand on lit vraiment le truc, ça va être juste contient des huiles essentielles bio. Et donc en fait, les huiles essentielles déjà sont présentes en très infime quantité. Et ça ne veut pas dire du tout que le produit est bio ou même naturel. Il peut être complètement chimique entre guillemets et avoir juste un ingrédient bio. Mais du coup, en confusion et dans le magasin, les gens vont lire vite fait, vont voir un petit bio écrit et hop, c'est dans la tête des gens, c'est j'ai acheté un produit bio. Donc c'est vraiment toute cette sensibilisation, cette pédagogie du client qu'il faut vraiment insister. Et après, moi, c'est ma conviction personnelle, mais je pense qu'on peut faire des produits très très bien en naturel sans passer la certification bio, qui est quand même un aspect très marketing sur le marché. Oui. C'est vrai qu'on avait déjà évoqué plusieurs fois, c'est là où c'est plus compliqué pour vous, c'est toute la partie des substances controversées, où on en a beaucoup. Du coup, ça permet peut-être de vous affranchir de certaines substances pour vous orienter plutôt vers le naturel, j'imagine. Ou est-ce que, même dans les substances controversées, il y a aussi des substances naturelles, comme on parlait tout à l'heure sur la pierre d'Alain. Comment vous vous positionnez sur ces substances? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, comme tu disais, souvent dans la tête des gens, on se dit « Ah, c'est naturel, c'est super ». Ben oui, mais quelque chose qui est naturel a plus de chances d'être allergisant. Par exemple, il y a beaucoup d'allergies à la fraise ou à la cacahuète, qui sont pourtant des produits naturels. Ben, dans les cosmétiques, c'est la même chose. Donc nous, on travaille d'une certaine façon, donc on a une liste de un peu plus de 1000 substances qui sont interdites dans nos produits. Comment elle est construite, cette liste? D'abord, on a pris toutes les réglementations internationales qui existent sur les produits cosmétiques notamment. Et on s'est dit, ok, si un pays limite cette substance à tel pourcentage et que c'est lui le plus restrictif de toute notre liste, ben c'est sur lui qu'on va se baser. Parce qu'il y a sans doute eu des études scientifiques derrière. Cependant, toutes les substances controversées ne sont pas réglementées. Donc on a en plus une liste de substances sur lesquelles nous, on a des convictions personnelles où on se dit, ben ça, on n'est quand même pas trop fan. Soit parce qu'elles sont allergisantes, soit parce qu'elles sont suspectées d'être perturbateurs endocriniens, etc. Par contre, je veux quand même mettre une nuance à tout ça. C'est pas parce qu'une substance est controversée qu'elle est forcément mauvaise. On en avait parlé avec JC. En fait, en toxicologie, on parle de danger et de risque. Une substance peut être dangereuse. Par contre, elle n'est pas forcément risquée. Pour qu'elle devienne risquée, il faut qu'elle soit utilisée d'une certaine manière. On a en ce moment une grosse polémique sur certains agents moussants qui sont considérés comme irritants. Donc ils sortent en rouge dans toutes les applis de scan
ça sort en rouge dès qu'il y a cet agent moussant. Or, s'il est formulé avec par exemple une glycérine ou encore gras pour l'adoucir, la formule finale, elle est sans danger. Il n'y a aucun risque qu'elle soit irritante. C'est un peu le débat qu'on a aujourd'hui sur le gel hydroalcoolique, où au début, quand on l'a vendu, on l'utilisait peut-être parce qu'on n'avait pas de quoi se laver les mains. Et aujourd'hui, on l'utilise 10, 15, 20 fois, et forcément, après, on commence à avoir des mains qui sont abîmées par l'utilisation excessive du produit. C'est ça, il y a toute cette utilisation, donc le côté typologie de produit dans lequel va être la substance, qui peut la rendre plus ou moins dangereuse, et le côté comment elle est formulée. Ok. Notamment sur les conservateurs aussi, Oui. où en fait les conservateurs sont beaucoup décriés et en fait on diminue de plus en plus la liste des conservateurs autorisés ou en tout cas qui ne sont pas controversés. Et en fait, on va du coup s'obliger à utiliser des conservateurs qui ne sont pas décriés, qui ne sont pas controversés pour l'image publique et pour le marketing, alors qu'en fait certains conservateurs sont plus allergisants que ceux qui ne sont pas controversés. Ouais, Donc en fait c'est toujours la balance entre le risque, le danger, l'aspect commercial, client, qu'est-ce que veut le client, mais en fait le client ne connaît aussi pas forcément tout le client. C'est très très complexe. Si je peux rebondir sur les conservateurs, il y en a deux dont on entend beaucoup parler, c'est les parabènes, pour ceux qui connaissent un peu. Donc ça, en ce moment, depuis quelques années, on dit 0 parabènes. D'ailleurs, on n'en trouve plus de parabènes dans les produits. Ils ont été remplacés par des conservateurs qui étaient utilisés il y a des années, qui sont revenus dans les formules. Et en fait, on s'est rendu compte que quasiment 15% de la population était allergique à ces conservateurs-là. Donc depuis, on est en train de chercher encore des solutions alternatives. Et il y en a un deuxième qui a fait pas mal parler de lui, c'est le phénoxyéthanol, qui est un conservateur qui était très utilisé et qui est controversé notamment pour l'utilisation chez les enfants, mais ça va encore plus loin que ça. C'est controversé dans l'utilisation pour les produits, pour le change des bébés qui portent encore des couches. Et du coup, dans la tête des gens, phénoxyéthanol, c'est super mal, alors qu'en soi, pour l'adulte, le risque est quand même très faible. Oui. Non, c'est toujours, effectivement, il y a plein de choses. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus peut-être de lois qui essayent de protéger ou de cadrer pour éviter peut-être tous les écarts, parce que j'imagine que tout le monde ne travaille pas de la même manière que vous et avec cette restriction que vous imposez vous-même. C'est pour ça aussi qu'il y a une réglementation qui est apparue il n'y a pas très longtemps sur l'arrêt du marketing sur le sang. Parce que ça fait quelques années quand même que sur le marché de la cosmétique, on voit beaucoup le sans parabènes, sans aluminium, sans colorant. Et en fait, ça a été utilisé un peu à outrance parce que certains produits n'ont pas besoin de ces n'en avait déjà pas dans la formule de base. Okay. Et en fait, un produit pour avoir besoin d'un conservateur, par exemple, il faut avoir avoir de l'eau. Et un produit qui est complètement de l'huile, par exemple, une huile de massage, par exemple, n'a pas besoin de conservateur puisque c'est que du gras. Et donc du coup, on peut voir par exemple sur des huiles sans conservateur. En fait, c'est mensonger parce qu'il y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas besoin de formulation. Donc en fait, la réglementation européenne a dit arrêtez de commercialiser et de marketer sur le sang. Et il faut vraiment accentuer sur qu'est-ce que vous avez dedans à l'intérieur. Avec ça, on a droit. Sans ça, il faut arrêter. Très bien. Donc du coup, on parlait de la loi. Et en janvier 2021, si je ne me trompe pas, on a une nouvelle loi qui s'appelle la loi Hawaï. Sur lesquels vous avez aussi travaillé sur votre gamme de produits solaires. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette loi? Qu'est-ce qu'elle contient et qu'est-ce qu'elle protège? Alors ça, c'est une loi qui a été décidée par l'État d'Hawaï aux États-Unis. Nous, en soi, on n'était pas vraiment concernés puisqu'on ne vend pas nos produits à Hawaï. Par contre, c'est une loi qui est assez pionnière parce que c'est la première qui interdit, donc là c'est sur les filtres solaires, qui interdit 2 filtres solaires pour des raisons environnementales. En fait, elle interdit 2 filtres solaires parce qu'ils auraient un impact négatif sur les coraux. Et comme je le disais, nous, dans nos listes de substances interdites, on s'intéresse à toutes les réglementations. Celle-là, on l'a aussi prise en compte. Et du coup, on s'est interdit ces 2 filtres solaires sur toute notre gamme. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte que finalement, notre gamme de produits 50, elle était déjà conforme à cette loi d'Hawaï. Donc là, sur les nouveaux produits, c'est quelque chose qu'on va pouvoir revendiquer aussi, conforme à la loi d'Hawaï. Et donc, que nos produits respectent justement cet engagement environnemental qu'a pris Hawaï. Et du coup, cette loi qu'a pris Hawaï, est-ce qu'elle va être imposée à tous ou c'est vous-même qui s'était dit qui peut le plus, peut le moins, si elle respecte la loi d'Hawaï, et ça respectera aussi notre environnement de jeu pour les surfeurs et autres. C'est exactement ça. C'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure.
une noix, on va choisir la plus restrictive, si elle fait sens évidemment. Si elle Oui, fait oui. sens. Ben là, on a dit, ah ouais, il a décidé ça, on est en phase avec ce qu'ils ont décidé, ça nous paraît normal, donc on l'applique. C'est en valeur avec ce Ouais. qu'on pense vraiment, donc on l'applique. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et du coup, à quoi vous avez fait d'autres attention sur votre gamme aujourd'hui pour proposer une gamme minérale prochainement? Alors, on a travaillé sur sur la gamme actuelle, on a travaillé aussi sur l'écotoxicité. On a testé toute notre gamme, alors, même si en fait on n'a que des filtres chimiques. On fait souvent, encore une fois, l'amalgame entre filtres chimiques égale polluant parce que se déverse dans les océans et donc pas bien. Et en fait, nous, on a voulu prouver que notre gamme, elle était pas impactante en fait sur l'écosystème marin. Et donc du coup, on a testé l'entièreté de notre gamme. Donc on a fait plusieurs tests, on a testé sur les coraux, on a testé sur les algues, et comme le triathlon, c'est la gamme qui porte, c'est le sport qui porte les solaires, se pratique aussi en rivière ou en lac, on a aussi testé sur des algues présentes en eau douce. Et donc à la suite de ces tests, on s'est rendu compte que nos solaires n'avaient pas d'impact sur les organismes sur lesquels on a testé. Ce qui permettait aussi de prouver que finalement, même si le chimique, si l'organique est diabolisé, on peut prouver par des tests que c'est pas pire qu'autre chose. Et à l'inverse, les filtres minéraux, donc ceux qui sont dans les solaires bio, je refais le fil pour voir si on l'a suivi, qui sont vendus comme quelque chose d'hyper respectueux pour l'environnement. En fait, ils sont vendus comme ça parce qu'il y a très peu d'études à l'heure actuelle sur leur impact sur l'environnement. Et en plus, ce sont des filtres qui ne sont pas biodégradables. Donc en fait, ils restent, eux, carrément dans l'océan. Donc à l'heure actuelle, c'est vu comme mieux parce qu'il y a moins d'études en fait. Mais peut-être que dans 5 ou 10 ans, une fois qu'on aura fait toutes les études, on se rendra compte de l'inverse. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que le fait que ça soit bio ne veut pas dire que ça oblige, le label en tout cas bio, n'oblige pas dans le cahier des charges à tester et à prouver l'impact environnemental de son produit. Donc en fait, le label bio va être juste un gage de qualité sur le pourcentage d'ingrédients naturels dans la formule, mais pas sur l'impact environnemental. Et en fait, c'est encore une fois cet amalgame entre bio égale 100% respectueux de l'environnement. Oui, et donc en fait, dans la tête des gens, c'est tellement fait qu'il n'y a même plus besoin de le prouver. On a tellement martelé que le bio c'était bon pour la santé et pour la planète qu'en fait on se trompe. Par contre, qu'on s'entende bien, on n'est pas anti-bio. C'est pas anti-bio, c'est une blague de pharmacien, pardon. Anti-bio, oui, c'est pas mal. Les antibio, mais c'est pas automatique. Donc elles ne sont pas automatiquement anti-bio. Non, c'est juste qu'on préfère alerter, et c'est ce que disait Camille, faire de la pédagogie en disant attention, faites un choix éclairé en fait. Oui. Et en plus, c'est pas évident parce qu'on n'a pas toujours soit une bonne appli, soit. Donc il y a encore du travail de pédagogie à travailler. Nous, on va quand même aller, c'est quand même un besoin consommateur sur le minéral, la demande est forte. Et donc du coup, on essaye de développer une gamme de minéral. On a sur 2021 un stick solaire minéral, donc 100% d'origine naturelle, ingrédients 100% d'origine naturelle et 100% filtres minéraux, qui va sortir sous la marque Olayan, notamment pour le visage et les zones un peu sensibles. Vous voyez souvent les surfeurs avec des grosses traces blanches sur le visage. C'est ce genre de stick, donc avec un SPF 50+, et donc du coup complètement minéral, complètement naturel, mais qu'on a choisi de ne pas labelliser bio. D'accord. Après, c'est vrai que pour connaître les produits, vous avez aussi pris le parti d'avoir des indices 30 ou 50 et pas avoir en dessous parce que ça ne protège pas suffisamment le sportif. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait freiner, parce que tu parlais d'un stick, qu'est-ce qui pourrait freiner le fait que tout ne sort pas en minéral? C'est ça. Alors normalement, pour être complètement honnête, on a une crème solaire minérale qui, elle, devait être certifiée bio, qui 50+, qui devait sortir aussi en 2021. Aujourd'hui, c'est un peu en attente parce qu'en fait, un développement d'un produit cosmétique, déjà c'est environ un an et demi, on va dire. Un solaire, souvent, c'est encore plus long. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour mettre sur le marché un produit cosmétique, il faut répondre à toute une batterie de tests, prouver toutes les allégations que l'on veut. Donc si on veut mettre résistant à l'eau, si on veut mettre résistant à la sueur, l'indice de protection, tout ça, il faut faire des tests pour le prouver et être sûr de la sécurité en fait, du produit avant de le mettre sur le marché. Et donc on est très dépendant des résultats de ces tests. Et donc ça peut beaucoup jouer sur le développement d'une formule et freiner du coup la mise sur le marché de celui-ci. Donc par exemple la crème solaire minérale,
50+. On a reçu les résultats la semaine dernière et on passe haut la main le SPF, donc l'indice de protection. On a bien un indice 50+. Par contre, la résistance à l'eau, elle est en dessous de ce que l'on attendait. Donc là, on est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut retravailler la formule, est-ce qu'on choisit de la commercialiser tout de même sans cette résistance à l'eau. Enfin, bah, c'est tous des choix, mais en fait, il faut savoir qu'un développement cosmétique, c'est complexe, c'est long, et c'est très dépendant en fait, des tests qu'on fait, notamment en fait, sur les tests, donc, tout ce qui est résistance à la sueur, résistance à l'eau et l'indice de protection, c'est des tests qu'on fait sur des personnes. C'est un panel de consommateurs qu'on choisit et qu'on teste. Donc en fait, en fonction de la typologie de la peau, en fonction des saisons, on peut avoir des résultats très divers et variés en fait. Et du coup, c'est complexe. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est vraiment intéressant, c'est passionnant. J'imagine que vous avez encore plein d'autres sujets à évoquer. Et du coup, quelles seraient vos prochaines actions sur le développement durable à mener pour clôturer cette session? Alors, on en a beaucoup parlé. L'un des gros axes qu'on suit, donc c'est la naturalité, sur lequel on a déjà commencé, mais on va aller plus loin. L'essentialisation des formules, j'en ai parlé un peu, mais ça veut dire vraiment avoir des formules avec le minimum d'ingrédients. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que c'est pas facile. Et c'est pour ça que le Sticola qui va sortir, je crois qu'il y a une quinzaine d'ingrédients, il me semble, même pas. Et donc ça, on disait tout à l'heure, c'est une quarantaine en moyenne en général. Ça, c'est une quarantaine. Donc ça, on a aussi des reformulations en cours parce qu'on sait, notamment avec les applications Yuka, on a deux produits notamment qui ressortent avec des mauvaises notes aujourd'hui, qui sont donc un spray IP30, donc un indice de protection 30 et ce stick-là. Et en fait, on a dans le spray IP30 un filtre qui est un peu décrié, qu'on veut substituer du coup pour apporter au consommateur une bonne note et une bonne formulation. Et le stick 50+, où là en fait on a pas mal d'ingrédients issus de la pétrochimie, donc notamment des cires, des huiles, et donc on veut pareil augmenter le pourcentage de naturalité pour améliorer la formule. Donc ça c'est des travaux qui sont en cours, des reformulations qui sont en cours et qui devraient arriver vers 2022. Et là c'est vraiment des actes de développement durable parce qu'en termes de sécurité pour la santé, il n'y a aucun risque avec ces produits-là. Ils ont passé tous les tests. Et sinon on a quelques petits produits avec Camille, quelques petits projets avec Camille sur lesquels on a des convictions fortes. Je vous fais un petit teasing, mais par exemple on a un comité actuellement qui travaille sur la mise en place du vrac chez Decathlon. Et ça c'est un truc où on croit plutôt fort tous les deux et on aimerait bien que ce soit un projet qui voit le jour. Ouais, c'est effectivement, moi je trouve ça génial. Si vous aussi, vous trouvez ça chouette, n'hésitez pas à nous le dire. Ça apportera des convictions aux filles qu'il y a des clients, des consommateurs qui attendent ce type de produit. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous remercie en tout cas les filles. Un petit rappel, souvenez-vous mardi, qu'est-ce qu'on a dit? La crème solaire, on l'applique d'abord, elle pénètre, on attend qu'elle a pénétré et ensuite on met l'anti-moustique. C'est ça. Et on n'oublie pas, c'est important parce que ça permettra vraiment aux deux d'avoir leurs propres actions en fonction du besoin. En tout cas, on vous remercie, c'était passionnant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est fini pour cette semaine. Par contre, on se retrouve lundi avec Aptonia sur la récupération. Vous allez voir, c'est aussi un sujet passionnant. Bon après-midi, bon week-end, à lundi.